vais vous parler aujourd'hui du papier, un des 4 trésors du lettré. Ainsi, nous aurons fait le tour des 4 trésors. Voici l'idéogramme du papier. Très bel idéogramme. Et alors, je vais vous montrer la photo d'un lettré vers les années 1800 dans sa caverne de papier. C'est assez incroyable ce qu'il avait comme papier. Voilà. Donc le papier est fabriqué à partir de fibres végétales, souvent à partir du mûrier. Je vais vous montrer une photo. C'est un dessin botanique de la branche et du feuillage du mûrier. C'est tiré d'un très beau livre sur le papier, écrit aussi par le même auteur que ce livre dont je vous ai déjà parlé sur les 4 trésors. C'est écrit par Paul Astron. C'est un très très bel ouvrage consacré rien qu'au papier. Et donc le mûrier, mais pas que le mûrier. On peut aussi utiliser du chanvre, du bambou, même encore d'autres fibres végétales. Un bon papier doit absorber l'encre comme le papier buvard. Quelle que soit l'époque et le végétal choisi, le principe de la fabrication reste de réduire en bouillie les fibres et de faire cuire la matière première pour en tirer une pâte où les fibres soient entièrement dissociées les unes des autres. Cette pâte est ensuite mêlée à un adjuvant de dispersion et versée dans une cuve d'eau, d'où l'artisan l'extrait au moyen d'un cadre tendu d'un tamis, en autant de foie et de feuilles qu'il met à sécher. Donc, je vais vous montrer cela en image. Vous voyez ici la bouillie et plus bas, vous voyez que l'on a retiré des cadres pour extraire sur un tamis la feuille que l'on fera ensuite sécher. La taille la plus courante et la plus petite est aujourd'hui de 138 cm sur 69 environ. Pour connaître toute l'histoire du papier, je ne peux que vous inviter à lire le livre « Le trésor des lettrés » de Paul Astron, et y compris son livre consacré rien qu'au papier. La feuille légère obtenue par un unique passage dans la cuve est jugée par le peintre et le calligraphe plus désirable que celle faite de plusieurs épaisseurs, et nettement plus onéreuse d'ailleurs. C'est parce que l'encre joue le plein registre de ses possibilités, alors que sa diffusion ou son aspersion peut se trouver freinée dans les autres cas. L'artiste classique sait que la relative fragilité de l'œuvre sera ensuite compensée par le marouflage, lequel débute par contrecollage d'une feuille du même papier au verso, donnant d'un coup toutes ses valeurs aux nuances de l'encre absorbée. D'une manière générale, la volonté perfectionniste japonaise, appliquée à tous les procédés importés, a mené le papier japonais à des sommets jamais atteints dans aucune autre partie du monde. Plus pur, plus ferme, et bien entendu hors de prix à toutes les époques. La disparition quasi totale des végétaux sauvages, qui seuls en permettaient la confection, a fait du papier japonais actuel
une ombre de lui-même, hélas. Le plus souvent maintenant, il est fabriqué dans la région de Hangzhou en Chine ou encore au Népal. Ou au mieux, sous la houlette d'artisans nippons expatriés. Je connais, pour avoir vu son atelier, un artisan français d'exception qui s'est formé au Japon et qui est installé maintenant près de Arles, où il fabrique des papiers de toute beauté. Pour de grands formats, le papier est présenté plié, comme je vous l'ai montré, ou même en rouleau. S'il arrive que la surface du papier soit trouée, pas de panique, il suffit de couper un petit morceau irrégulier du même papier, un peu plus grand que la taille du manque à masquer, et après l'avoir imbibé d'eau, l'appliquer par derrière. Après séchage, il n'y paraîtra quasi plus rien. Pour savoir si un papier japonais est un vrai ou un faux, un bon moyen de le savoir est de le présenter à la lumière. Si vous obtenez des taches sombres, c'est qu'il est faux. Si il s'éclaire tel un vitrail, il est vrai. Voilà, j'en ai déjà terminé cette fois-ci avec la présentation des 4 trésors du lettré. Je vous retrouverai avec plaisir en septembre. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et portez-vous bien.